Bonjour à tous les internautes du blog de transfert. Bonjour Eric. Bonjour Sofiane. Bonjour, merci de nous accueillir chez toi pour répondre à nos questions. Voilà, donc on va présenter un peu d'abord les thèmes de l'interview. Dans un premier temps, on va parler de la place des parents dans le projet sportif d'un joueur ou d'une joueuse. Ensuite, de la relation pédagogique qu'un entraîneur peut avoir avec son joueur ou sa joueuse. Et enfin, on parlera du tennis féminin. Voilà, donc l'intérêt de cette interview, on sait que tu connais bien ces sujets-là. Et voilà, on aimerait que tu fasses partager ton expérience et tes conseils au public du blog de transfert. Voilà, donc dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours? Très bien, oui. Moi je travaille à la Ligue des Hauts-de-Seine depuis pratiquement presque 30 ans. Je suis sur un poste de CSD, conseiller sportif départemental. Ma particularité d'entraîneur, en fait, c'est que je me suis beaucoup occupé de filles, en fait. J'ai eu la chance de croiser la route aux 5-6 filles que j'ai eu l'occasion d'entraîner entre l'âge de 8-9 ans, on va dire, jusqu'à 17-18 ans, sur leur premier pas sur le circuit. Donc c'est vrai que ça me donne cette particularité de connaître un petit peu tous les stades de développement, l'enfance, la fin d'enfance, l'adolescence et puis le début de l'âge adulte. Voilà, j'ai fait aussi des parcours auprès de garçons. Et puis ma tâche à la Ligue, c'est principalement de coordonner toutes les actions sportives. Donc il y a un CTR bien sûr qui est au-dessus et qui coordonne, lui, qui manage l'ensemble de tous les cadres. Mais moi particulièrement, je coordonne les actions sportives, les entraînements, les plannings, les relations avec les familles, avec les clubs. Et puis aussi, parce que nous on a cette particularité à la Ligue d'avoir développé depuis très longtemps une scolarité aménagée avec le lycée La Fontaine principalement et le lycée Notre-Dame. Et c'est moi qui a développé ça. Voilà. Ok, donc on parle souvent de l'importance de la relation entre les parents et l'entraîneur. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? La relation entre parents et entraîneurs. Effectivement, ce qui me paraît très important, c'est que un projet sportif, c'est avant tout un projet familial. En fait, un entraîneur est là pour peut-être accélérer un mouvement par moment, conseiller, un tout petit peu diriger, mais en aucun cas, il peut vraiment changer la motivation d'un enfant pris dans son cadre familial. C'est vrai que le fait d'avoir croisé j'ai croisé des spécialistes du sport, et notamment un ethnopsychanalyste qui m'a beaucoup marqué, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, et qui m'expliquait que le sport, au fond, c'était un langage affectif, codé, effectivement, en fonction des différents sports, et que la motivation d'un être humain pour faire du sport en compétition, et donc avec plutôt beaucoup d'ambition, c'est forcément le résultat d'une construction affective et le besoin d'exprimer dans un environnement, un cadre particulier, en fin de compte, ce qu'il a au fond de soi. Donc c'est vrai que la fameuse triangulaire qu'il doit y avoir entre un joueur, sa famille et un entraîneur, elle existe. Et en tant qu'entraîneur, la grande difficulté, c'est que forcément il y a une petite part d'affect entre le joueur directement et l'entraîneur, mais en aucun cas il faut prendre la place des parents, il faut savoir travailler avec eux, il faut accepter les différences aussi, parce qu'elles peuvent être d'ordre très différent. Ça peut être tout bêtement culturel, simplement, avec des familles qui arrivent en France, qui ont un autre parcours culturel. Donc il faut aussi comprendre quelles sont les valeurs du sport dans une famille, qu'est-ce que ça représente pour la mère, pour le père, et forcément dans ces cas-là pour l'enfant. Mais en restant toujours du côté du sport, nous on est là pour les aider à développer leur propre projet. Et ça c'est pas toujours évident, parce qu'un entraîneur, je pense, fatalement a le réflexe de temps en temps de vouloir s'approprier un petit peu la réussite, l'histoire, et il faut savoir garder sa distance par rapport à ça. Voilà. Parce que l'entraîneur, lui aussi, il a ses propres enjeux, et il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ses propres enjeux sur sa vie personnelle et les enjeux qu'il y a sur la famille à travers le sport. Mais pour finir, c'est sûr que je ne connais pas beaucoup de réussites de tennisman vraiment à un certain haut niveau sans projet familial très fort. Voilà. D'accord. Et donc, toi, à ton avis, toujours sur ce sujet-là, quelle place doit prendre en fait la famille dans un projet sportif selon les âges? Au début, fatalement, la famille est à 100% du projet, parce que c'est un enfant qui va être
pris uniquement dans son environnement local, c'est-à-dire un club qui lui permet d'avoir des structures voilà, d'apprentissage, de mini-tennis, éventuellement des entraînements qui commencent. Cette famille-là, soit elle est déjà dans le milieu tennis, parce qu'un des deux parents connaît ce milieu-là, parce que lui-même a été en contact avec les compétitions, et donc là ça favorise. Soit c'est le club souvent qui va aider les parents à s'intégrer, mais de toute manière, l'organisation du sport du tennis, qui est un sport individuel, le jeu libre, le fait d'accompagner son enfant à chaque séance, le fait de choisir des tournois, d'organiser, de programmer en fin de compte toute l'activité, c'est la famille qui tient tout ça à 100%. Et c'est vrai que les familles qui accompagnent leurs enfants pratiquement pensent balle jaune du matin jusqu'au soir. Parce qu'un enfant dans la famille qui fait un sport, même s'il n'a que 9-10 ans et qui fait que 3 séances dans la semaine, l'air de rien, pour une famille avec les deux parents qui travaillent, ça veut dire qu'il y a une pensée obligatoire tout le temps, limite au détriment des autres frères et sœurs, parce que finalement tout est organisé pour les déplacements, pour les compétitions, pour ceci, pour cela. Donc il faut être vraiment à fond vraiment dans ces projets-là, sans voir forcément des personnes qui rêvent de réussite, mais simplement le fait d'accompagner son enfant par amour, simplement, c'est vrai que ça occupe énormément l'esprit dans une famille, et ça peut déséquilibrer, donc c'est vrai qu'ils sont obligés d'être vraiment très investis. Ok, toujours sur ce sujet-là, si tu pouvais donner 3 conseils à des parents qui accompagnent leurs enfants dans des projets sportifs forts, de compétition, ça serait lesquels? 3 conseils. Là, je pense qu'il faut... il faut savoir tisser des liens avec l'environnement sportif. En tant que parent, c'est vrai que on a besoin de s'appuyer sur des spécialistes, des professionnels. Ça va être l'entraîneur du club, ça peut être l'entraîneur d'une autre structure après, si l'enfant vient dans la ligue, sur des entraînements de ligue ou à la fédération. Mais c'est vrai que de toute manière, il faut tisser des liens forts avec les professionnels, avec les entraîneurs. Donc ça, c'est le premier sujet, en sachant qu'il y a forcément des conflits. Parce que l'enfant est au milieu, parce qu'en tant que parent, entre les principes, on va dire, éducatifs et les principes sportifs, de temps en temps, ça peut se chevaucher et c'est pas toujours évident. Donc on peut se retrouver à avoir des sujets des maladresses, des sujets incompris en fait avec l'entraîneur. Donc il faut apprendre à dépasser ça, à rester positif et créer des liens très forts. Parce qu'effectivement, morceler les relations, c'est-à-dire changer de référent chaque année ou même tous les 2 ans, ça ne donne pas des bases solides à l'enfant dans sa manière d'apprendre ce sport et de le vivre. Donc c'est vrai que ça c'est la première chose qui est vraiment très importante. La deuxième après, c'est d'essayer de trouver la bonne distance par rapport à la compétition et les résultats. Et ça c'est pas évident. Et je fais souvent référence à cette personne avec qui j'ai travaillé longtemps, mais qui me disait le pire de tout pour un enfant, souvent, c'est le double discours. C'est-à-dire, des parents peuvent avoir un discours, on va dire, bien pensant, intelligent, raisonné, mais au fond vivre intérieurement, affectivement, quelque chose qui est complètement opposé. En fait, l'enfant, lui, va entendre les 2 sons de cloche. Et avec 2 sons de cloche, il ne saura pas où se positionner. Et donc, tout de suite, derrière, il aura forcément plus comment dire, de réflexes à culpabiliser, à essayer de plaire. Je pense que quand on est un parent même un peu excessif sur certaines choses, il faut être naturel, il faut être ce qu'on est simplement, et c'est comme ça qu'un enfant peut mieux se positionner. S'il doit être en rejet, il rejettera l'activité, ou parce que voilà, il y aura un coût personnel trop lourd, mais au moins il saura pourquoi. Alors qu'effectivement, quand on est parent et qu'on a un double discours très posé, raisonné, et en même temps on vit effectivement des choses d'une manière un peu forte, ça n'aide pas les enfants à se construire. Ça c'est le deuxième comment dire, conseil. Le troisième, après, je pense qu'il faut partir du principe que un projet sportif, ce qui est le plus intéressant, c'est pas forcément les résultats, mais c'est vrai que notre sport très individuel et très développé permet quand même une expérience, une richesse de vécu extraordinaire, quel que soit le niveau qu'on atteint. Et moi j'ai 3 enfants qui ne font pas de sport particulièrement, mais je me rends compte que les enfants des autres que je côtoie, l'air de rien, quand j'ai toujours des contacts avec eux quand ils arrivent à 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et c'est de se rendre compte quand même que c'est quelque chose qui les a marqués à vie
pour un futur métier, pour leur personnalité. Ça leur a aidé à dépasser des limites qu'ils pensaient indépassables. Et c'est ça qui est important. Et en tant que parent, c'est ça qu'il faut viser en fait. Ok. Très bien. Dernière question sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut réagir face à des parents un peu omniprésents, dirigistes, qui n'arrivent pas à remettre en cause leur éducation? Ça c'est difficile, ça fait partie des sujets qui fâchent. C'est difficile de donner des conseils parce que je veux paraître très, comment dire, donneur de leçons, mais c'est vrai que, à la limite, l'expérience que j'ai acquise auprès de joueuses notamment très différentes, avec des environnements familiaux très différents, et puis d'avoir vu un petit peu aussi ce qui se passe à l'étranger, ça m'a fait comprendre qu'il n'y a pas une manière de faire. Donc, en tant qu'entraîneur, c'est vrai qu'on a sa culture, on a ses connaissances, ses compétences, on a son caractère, ses propres valeurs. Et effectivement, en fait, la famille peut très bien ne pas avoir les mêmes. Et ce qu'il faut éviter, c'est de prendre les problèmes de face, d'être donneur de leçons, d'imposer. C'est sûr qu'il faut arriver à trouver un dialogue, installer une confiance et passer je dirais, à la limite trouver des compromis à deux comme ça, dans l'intérêt de l'enfant dans un premier temps, et puis c'est dans l'intérêt de chacun parce que ça permet quand même de poursuivre l'aventure ensemble. Mais il faut toujours chercher à comprendre les gens. Je pense dans un premier temps, en tant qu'entraîneur, je pense que nous on est trop dans notre logique sportive qui est très facile à avoir parce que justement il n'y a pas d'affectif. Alors que pour des parents c'est tout l'inverse, finalement c'est du sport, mais ils sont d'abord et avant tout dans leur relation affective, dans l'amour qu'ils portent à leur enfant. Et effectivement, de temps en temps, c'est des logiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Et nous, il faut qu'on cherche à comprendre comment une famille fonctionne, par rapport à quoi. Et ça permet de garder une distance et de pouvoir trouver le dialogue encore possible. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place à la Ligue des Hauts-de-Seine sur ce sujet? C'est des choses très, très variables. Il y a des choses qu'on ne structure pas forcément, et c'est qu'il y a beaucoup de contacts individuels. C'est vrai que les contacts individuels avec les familles, je pense que c'est important d'avoir des contacts organisés, structurés, avec des rendez-vous en début d'année, en fin d'année bien sûr, en milieu d'année pour faire le point, mais il faut aussi se donner la possibilité d'avoir des contacts spontanés. Il n'y a pas de règle sur par exemple, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de règle à avoir sur la proximité et les liens qu'on a avec les parents. C'est-à-dire que par moments on peut être un petit peu plus proche dans la nature des relations, la manière de se parler. Par moments on va trouver plutôt une distance. C'est en fonction des cas, mais c'est important d'avoir des liens quand même assez permanents. Et puis nous, ce qu'on essaie de mettre en place après, c'est d'aider les parents. C'est vrai que c'est une action qu'on a mis en place depuis, ça va faire 4 ans, ça va être la 5e année cette année. L'idée, c'était de permettre à des parents, dans une organisation on appelle ça déjà, c'est des réunions d'analyse de pratique en fait, ou de groupes de parole, on peut le dire aussi un peu comme ça. On réunit des couples de parents qui ont à minima, on va dire, 2-3 saisons d'expérience avec leur enfant dans la compétition. On s'attache les services d'un psychologue et d'un préparateur mental pour animer ces réunions. Moi souvent je suis présent. Et ce qu'on leur propose, c'est de faire un travail, un partage de témoignages sur le thème pendant que mon enfant vit cette compétition, qu'est-ce que moi je vis en tant que père, qu'est-ce que je vis en tant que mère. Et puis au fond, en partageant ça, on arrive sur effectivement tous les phénomènes qu'on connaît, de stress, de déception, de joie, d'espoir, de doute, d'énervement. Et souvent les gens se rendent compte en organisant les échanges qu'on n'est pas seul au fond à vivre tous ces événements. En tant que mari et femme, la vie est quand même assez, assez trépidante. Donc c'est vrai que de temps en temps, on ne sait pas comment échanger sur tiens, voilà, ma fille ou mon fils sort d'un match, il a balancé ou il a perdu, moi j'ai annulé une réunion pour l'accompagner, je suis frustré, je reviens, comment j'en parle, j'ai pas envie de le plomber, mais en même temps je le vis quand même. Enfin, tous ces éléments-là, au fond, on essaie de les malaxer ensemble et d'en sortir on va dire peut-être des grands principes qui permettent à chacun de faire son propre choix, son propre parcours, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'équation idéale, il n'y a pas de comportement idéal. Mais c'est vrai que c'est une action qui est assez bien perçue parce que ça apporte aux familles
parenthèse, mais c'est vrai que dans la manière de le présenter aux familles, ce qu'on leur dit aussi, c'est que c'est vrai que les joueurs sont formés, les entraîneurs sont formés, et les parents, au fond, qui sont la pièce maîtresse d'un projet sportif, eux, débarquent dans ce milieu-là, comme ça, sans rien avoir. Donc c'est vrai que c'est déjà un premier point pour eux de pouvoir s'appuyer sur quelques repères. Et puis surtout, ça tisse entre les différentes familles qui sont présentes des liens beaucoup plus proches en fait de compréhension du monde de l'autre. Par exemple, si on fait une caricature d'un match de tennis avec deux parents qui regardent leur enfant, deux parents de l'autre côté, ça se passe plus ou moins bien, il y a des réflexions, on doute de l'honnêteté, on est plutôt en opposition, et puis en fait à travers ces réunions-là, l'air de rien, on apprend un petit peu plus à se détacher de tout ça, et puis pour nous, c'est vrai que c'est l'occasion de beaucoup mieux comprendre ce qui se joue dans chaque famille, avec comme pièce centrale le tennis, et ça c'est vraiment intéressant. Ok. Ah, très bien. On va se recentrer plus sur la relation entre l'entraîneur et vraiment le joueur. En fait, en quoi le fait de travailler au quotidien avec un joueur influe sur la relation pédagogique? C'est-à-dire, est-ce que ça a des avantages, des inconvénients? Est-ce que ça rend la tâche plus difficile ou plus facile sur certains points? Voilà. Ce qui est, à la limite, ma réponse, elle ne serait pas uniquement que sur l'aspect pédagogiquement. Je pense que ça touche aussi l'accompagnement et le développement du joueur ou de la joueuse, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être au contact quotidien du même joueur ou de la même joueuse, ça permet effectivement de trouver peut-être les bonnes stratégies de développement par rapport à tel ou tel problème. Le fait de suivre en compétition un enfant et puis de l'avoir 2-3 fois dans la semaine à l'entraînement, on peut beaucoup mieux suivre ces problèmes, ces avancées, ces régressions, et donc de réguler le travail. Ce qui est intéressant dans le fait d'être au plus près comme ça d'un joueur, c'est que l'air de rien, même si on ne s'en rend pas compte, même si ce n'est pas du très haut niveau, il y a des enjeux qui sont très forts autour de la compétition, alors pour le joueur, pour la famille, j'en parlais tout à l'heure, sur le plan affectif, mais aussi pour l'entraîneur. Et si effectivement il y a trop d'adultes autour d'un enfant, il y aura trop d'enjeux disséminés qui seront difficilement, on va dire, verbalisables. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour un enfant peut-être de s'y retrouver. Si c'est un entraîneur qui va être quand même avec les rênes de tout l'ensemble, même si lui utilise des compétences extérieures auprès d'un préparateur physique ou d'autres collègues pour échanger, partager des expériences, c'est lui qui sera capable de faire la synthèse de tout ça et puis de le retraduire et de le retransmettre aux joueurs ou à la joueuse. Donc ça, c'est vrai que ça c'est quand même un énorme avantage. Maintenant, les inconvénients, moi je les ai connus un petit peu par l'expérience. C'est des témoignages de joueuses qui un jour m'avaient fait réfléchir à ça en me disant que, là je parle peut-être aussi sur des trajectoires très longues. Moi j'ai pu travailler au moins 6-7 fois pendant 7 ans, 8 ans avec la même personne, donc en passant le stade de l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et c'est vrai que j'avais une place dans leur vie qui était en même temps riche, importante, mais peut-être trop importante. Parce que l'air de rien, mon regard d'entraîneur qui s'occupait du tennis, mais aussi de la famille, et puis de la place de l'enfant dans la famille, avec le sport, les autres entraîneurs, le club, j'avais un regard quasi permanent en fin de compte. Quand on entraîne quelqu'un pratiquement tous les jours, plus les compétitions, à travers la compétition, il y a tous ces moments d'émotions très fortes, très aiguës avec les victoires, les défaites, les espoirs, les déceptions. Donc quand un entraîneur a ce regard permanent, même s'il croit bien faire, moi c'est ce que je pensais en fait quand j'étais un peu plus jeune, et des joueuses m'ont fait le retour quand elles arrivaient à maturité pour me dire qu'est-ce que c'est génial, mais qu'est-ce que c'est lourd à porter parce qu'elle a l'impression qu'on peut pardonner autant. Et là, effectivement, moi ça m'a interrogé en me disant, mais non, ça veut dire qu'on fait culpabiliser, quoi, globalement. On croit bien faire, d'être très présent, d'être très professionnel, de penser à tout, l'air de rien, on peut plomber le joueur. Donc c'est vrai que ça c'est le mauvais côté peut-être des choses. Et c'est vrai que je pense que, et c'est peut-être une question qui va suivre d'ailleurs, mais j'anticipe peut-être, mais c'est le fait que je pense qu'il faut apprendre à finir un cycle avec un joueur avant de passer
avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que au fond, je pense que l'idéal pour un parcours complet, je trouve ça assez logique qu'un enfant ait pratiquement la même personne entre l'enfance et le début de l'adolescence. Et je trouve ça assez logique qu'il ait une deuxième personne au milieu de l'adolescence jusqu'au début on va dire, du professionnalisme, de l'âge adulte. Parce que c'est des moments charnières entre ces moments-là et c'est bien de ne pas morceler. Après, la vie sur le circuit, c'est autre chose. Là, on tape on va dire dans le coach, c'est un autre métier, ça n'a rien à voir, on est plus formateur, c'est pas pareil. D'accord, justement, tu nous as parlé de cycle, donc d'entraîneur selon la période d'âge du joueur ou de la joueuse. Voilà, donc il y a des théories de Jean-Pierre Famoz notamment qui dit un type d'entraîneur doit correspondre à une certaine tranche d'âge. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, c'est une colle parce que je ne connais pas cette mais non, ce que je peux reprendre de ça, parce que j'essaye de temps en temps, je communique là-dessus un petit peu, c'est que je ne sais pas si vraiment il y a pile poil une personnalité d'entraîneur pour un stade de développement dans l'enfance ou l'adolescence. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, si on est vraiment un formateur, il faut qu'on soit capable de s'adapter et d'avoir peut-être des comportements différents. Mais en même temps, il ne faut pas se renier non plus. Il ne faut pas renier vraiment ses principes, ses valeurs personnelles. Donc effectivement, de temps en temps, c'est vrai qu'on n'est pas forcément le bon entraîneur par rapport aux problématiques que soulève un enfant et puis avec une famille. Et dans ces cas-là, il faut savoir le repérer et peut-être passer la main ou faciliter la passation avec quelqu'un d'autre. Mais là où je retrouve un petit peu la question que tu me poses, c'est aussi dans l'aspect purement pédagogique. C'est que je pense qu'effectivement, on a tendance, au début de l'apprentissage, en fait, avec les besoins d'apprentissage, de faire juste des exercices de développement, d'acquisition technique, et ainsi de suite. Donc c'est logique que l'entraîneur qui s'occupe de cette période-là est plutôt un nourricier. C'est quelqu'un qui va énormément mettre d'énergie, proposer, activer, alors en positif, en négatif, secouer, dire bravo, mais effectivement, il y a une présence beaucoup plus proche auprès du joueur. C'est sûr qu'au fur et à mesure que le projet sportif devient ambitieux et puis que l'âge change, qu'on arrive à 13, 14 ans, 15 ans, souvent l'entraîneur va demander une part d'autonomie, d'appropriation aux joueurs. Et dans ces cas-là, il y a un truc qui peut se passer, c'est que l'entraîneur va le demander, mais lui va rester dans l'ancienne attitude. Moi je sais que c'est quelque chose sur lesquels il faut que je fasse attention parce que je suis plutôt très à l'aise dans le premier rôle, effectivement, de nourricier, mais quand on demande à un joueur de prendre un petit peu son projet à son compte, il ne faut pas être aussi nourricier qu'avant, parce qu'autrement, on lui bouffe l'énergie, on lui bouffe l'espace. Donc il faut savoir après structurer d'un peu plus loin, proposer, mais trouver aussi un petit peu de distance, laisser plus de liberté, laisser les échecs aussi se faire, aider à analyser, mais ça demande effectivement un relationnel un petit peu différent. Et j'imagine parce que je ne l'ai pas tellement connu, mais des coachs qui vont être sur le circuit, effectivement, vont être dans un autre cas.